commence? Bien. Mes chers élèves, bonjour. Dans le cadre des cours de soutien et de consolidation destinés aux élèves de la 3e année du lycée collégial, aujourd'hui on va vous présenter une séance qui comporte les contenus suivants. Vous voyez dans ce document, contenu objectif. Alors nous allons étudier par exemple 4 notions, à savoir le schéma narratif, les références d'un texte, le champ lexical et la subordonnée de but. Pour chacune de ces notions, eh bien, nous allons fixer un objectif. Par exemple, pour la première notion, nous allons pouvoir amener l'élève à dégager la structure narrative en 5 étapes. Dans un deuxième temps, les élèves seront amenés à identifier la source, l'auteur, la maison d'édition et la date de publication, bref, ce qu'on appelle les références d'un texte. Également, après, on va amener l'élève à identifier un champ lexical qui se rapporte à une même notion, par exemple, ou à un même thème. Et enfin, pour terminer, on va essayer de vous apprendre à exprimer le but pour fixer un objectif. Maintenant, pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés avant, on a élaboré des fiches de soutien. Ils sont au nombre de 4. Par exemple, on va commencer par le schéma narratif d'un récit. Généralement, vous savez que le schéma narratif se compose de 5 étapes essentielles. D'abord, la situation stable, appelée également la situation initiale. 2. L'événement perturbateur ou modificateur. 3. Nous avons les péripéties ou les événements. 4. C'est la résolution du problème ou la solution. Et enfin, nous avons la situation finale. Ici, on va voir un texte pour justement donc, dans ce texte, je prends par exemple la première partie. On ne va pas essayer de lire, on n'a pas assez de temps, mais si vous lisez rapidement ce passage, vous allez donc essayer de répondre à ma question, à la question que je vais poser maintenant. Par exemple, à quelle étape appartient cette première partie? Sûrement, vous allez la trouver. Eh bien, très bien. Ça s'appelle la situation initiale. Je peux vous donner quelques caractéristiques de cette situation initiale. À savoir, par exemple, il s'agit de présenter, de décrire le personnage, également de décrire les lieux de l'action, et également les actions. Alors, dans un deuxième temps, on va voir la deuxième étape. Elle est généralement courte, comme vous l'avez remarqué. Et ici, je vous demande, par exemple, de trouver comment on appelle cette deuxième partie dans le schéma narratif d'un récit. Eh bien, très bien. Eh bien, ça s'appelle l'élément perturbateur. Comme vous le remarquez, dans cette partie appelée élément modificateur aussi, on peut trouver un indicateur, par exemple, ou une expression qui marque ce changement, qui marque bien sûr ce déroulement, ce changement plutôt, bien cette modification. Après cette étape appelée élément perturbateur, cet événement va déclencher bien sûr une suite d'actions, une suite d'événements qu'on va trouver dans la partie suivante. C'est celle que nous voyons ici, par exemple. Et est-ce que vous pouvez me dire comment appelle-t-on cette troisième partie du schéma narratif de ce récit? Eh bien, je crois que vous l'avez trouvé. C'est bien cette troisième partie, ou cette troisième étape est appelée les événements ou encore les péripéties. Vous remarquez que le titre est toujours au pluriel, ce qui veut dire qu'ici on va on va parler d'une succession d'événements, d'actions qui vont nous mener vers le but, ou bien le paragraphe ou l'étape suivante, c'est-à-dire toutes ces actions
vont nous mener vers la quatrième étape. La voici dans ce texte. Il est noté en bleu. Et cette étape, bien sûr, cette étape résulte de ce que nous avons dit avant concernant l'événement perturbateur. Eh bien, cette quatrième étape dans le schéma narratif, est-ce que vous allez essayer de trouver comment on l'appelle? Sûrement, vous allez trouver la réponse. Eh bien, ça s'appelle, on l'appelle la solution. La solution ou la résolution du problème posé déjà dans l'étape 2, appelée élément perturbateur. Nous avons maintenant exposé 4 étapes de ce schéma narratif. Il reste enfin une, c'est la dernière. On va la présenter ce texte ici par exemple. Vous voyez, c'est une toute petite phrase. Je peux même la lire. Enfin, on met ça sur le banc à demi-mort. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut donner comme nom? Ou bien comment on peut appeler cette étape, cette dernière étape dans le schéma narratif d'un récit? Eh bien, tout simplement, vous avez trouvé, c'est bien, c'est très très bien. Eh bien, ça s'appelle la situation finale. Comme son nom l'indique, généralement, c'est l'action finale, c'est l'action qui rend la stabilité ou l'équilibre au texte ou bien au déroulement des actions, des événements du récit. Vous remarquez également que la situation finale est généralement introduite par ou bien un indicateur, une expression qui justement indique que nous sommes dans une situation qui se caractérise par un retour à l'équilibre du départ ou bien un retour au calme qui a caractérisé la situation initiale. Bien, j'espère donc que vous avez bien retenu les 5 étapes essentielles qui forment ce qu'on appelle le schéma narratif. À savoir, je le répète, ce n'est pas un problème, la situation initiale, l'élément perturbateur, les événements, la solution et la situation finale. Bien. Par la suite, on va essayer de trouver donc une définition qui récapitule tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. Vous voyez, le schéma narratif est la structure d'un récit. On peut dire l'organisation matérielle d'un récit. Il est généralement constitué de 5 étapes, comme on vient de le voir. Nous avons la situation initiale, appelée aussi la situation stable, l'événement modificateur dit l'événement de transformation, de changement, etc. Également les événements ou les péripéties, et la solution, et enfin la situation finale. J'espère au moins que vous avez bien retenu les 5 étapes, c'est l'essentiel de ce document, les 5 étapes du schéma narratif d'un récit, et dans leur ordre, bien sûr, logique et chronologique. Et maintenant, on va passer à un autre volet, c'est la deuxième fiche de soutien, c'est celle concernant les références d'un texte. Qu'est-ce qu'on appelle les références d'un texte? Généralement, les références d'un texte, ce sont des informations qui entourent le texte normalement et qui ne se trouvent pas dans le texte. Par exemple, on va prendre un exemple. Nous avons ici un texte, signé bien sûr en bas. Donc, trouver les références d'un texte, ça veut dire trouver l'auteur, identifier la source, identifier également la maison d'édition ou la maison de publication, et éventuellement la date de publication ou la date d'édition. Par exemple, si je vous pose maintenant la question suivante, est-ce que vous pouvez dégager les références de ce texte que vous avez devant vous? C'est-à-dire, vous allez trouver par exemple l'auteur de ce texte, la source, la maison d'édition et bien sûr la date de publication. Par exemple, sûrement vous avez cherché et sûrement vous avez trouvé des réponses. Par exemple, ici nous avons Edward Payson. À votre avis, cette personne, c'est l'auteur, c'est le signataire du texte. Donc c'est la première information ou c'est le premier élément dans les références de ce texte. Donc on commence par l'auteur. Ici nous avons Edward Payson. 2. Nous avons une autre information concernant la source. Donc ici nous avons le titre de l'œuvre d'où on a tiré ce texte.
Et voilà, comme vous voyez, c'est le sel de la mer. Donc le sel de la mer, c'est le titre de l'œuvre, d'où on a tiré ce texte. Et cette œuvre est appelée bien sûr la source. Si je passe directement aux troisième information, vous voyez ici une date, et c'est écrit la date d'édition. Donc pour toutes les œuvres, normalement, elles ont une date d'édition. Généralement, ils sont marqués au-dessus du texte. Ils font partie des références. Il reste la quatrième information concernant la maison d'édition, bien sûr. Ici, nous avons aide, c'est l'abréviation pour désigner édition, Grasset. Donc, j'ai appuyé trop, c'est pas grave. Ici, on va passer donc à un troisième volet, ma fiche de soutien 3, concernant le champ lexical. Avant de travailler cet exercice, d'abord, on doit donner une petite explication sur c'est quoi un champ lexical. Eh bien, tout simplement, c'est une liste de mots ou une liste de termes qui appartiennent à des catégories grammaticales différentes, mais qui se rapportent, par exemple, à un même objet, à un même sujet, à un même thème, une même notion, un même domaine, etc. Par exemple, aujourd'hui, dans ce schéma, je vais essayer de vous donner un exemple. Je commence par exemple. Nous avons ici le mot poisson. C'est un nom, sa nature grammaticale ou sa catégorie grammaticale, c'est un nom. Nous avons ici également un deuxième mot, c'est marin, c'est relatif à la mer. Troisième mot, nous avons le verbe naviguer. 4, nous avons le mot eau. Et 5, nous avons un autre verbe nager. Et enfin, nous avons un adjectif maritime. Donc, si vous remarquez bien, ce schéma nous présente une liste de mots. Ils sont certes très variés du point de vue catégorie grammaticale, mais ils ont un lien de sens. C'est-à-dire, tous ces mots, ils se rapportent à une même notion, à un même thème, à un sujet, tout simplement. Par exemple, est-ce que vous pouvez dégager, ou vous pouvez trouver, par exemple, à quel thème peuvent appartenir ou bien peuvent se rapporter ces 6 mots qu'on trouve dans ce schéma? Ah, sûrement vous avez trouvé. C'est vrai, poisson, eau, nager, naviguer, ce sont tous des éléments qui ont un lien de sens et qui sont tous liés, bien sûr, à un seul thème qui est, bien sûr, la mer. Donc, on va dire que ce schéma présente un champ lexical relatif à la mer. Dans le champ, je le répète une autre fois, dans le champ lexical, on trouve des mots qui sont variés de nature, bien sûr, de nature grammaticale, mais toujours il y a une relation de sens entre les différents mots de cette liste. Par exemple, je donne ici le champ lexical comme définition. Qu'est-ce qu'un champ lexical? Eh bien, ça désigne un ensemble de termes ou bien mots, par exemple, qui se rapportent à un même thème, ou bien à un même sujet, à un même domaine, etc. Les mots, bien sûr, d'un même champ lexical peuvent être, comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent appartenir à des catégories grammaticales différentes. Par exemple, on peut trouver des noms, on peut trouver des adjectifs, également des verbes, des adverbes, etc. Voilà donc concernant le champ lexical comme fiche de soutien numéro 3. Et tout à l'heure, bien sûr, on va voir des exercices pour clarifier autre chose concernant cette fiche. On va passer maintenant à la quatrième fiche de soutien. Ça concerne un exercice linguistique, la subordonnée circonstancielle de but. Commençons par une observation de la phrase, ou bien de ces deux phrases. Par exemple, Ali travaille bien pour réussir à l'examen. L'ouvrier double ses efforts pour que son patron lui fasse une augmentation de salaire. Si je reviens maintenant à la phrase A, par exemple, je vais poser la question suivante. Qui travaille? On va essayer de trouver le sujet pour chaque action dans la phrase. Par exemple, qui travaille bien? Eh bien, sûrement, vous avez répondu, c'est bien, c'est Ali. Et qui va réussir, bien sûr, à l'examen? Ben, c'est toujours lui-même, c'est Ali. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que dans cette phrase,
nous avons un même sujet pour deux actions. C'est pourquoi nous étions obligés de relier ces deux propositions en utilisant l'expression ou le subordonnant pour, suivi bien sûr d'un verbe conjugué au mode infinitif, étant donné que nous avons bien sûr le même sujet. Voyons maintenant la deuxième phrase. B. L'ouvrier double ses efforts pour que son patron lui fasse une augmentation de salaire. L'ouvrier double ses efforts pour que son patron lui fasse une augmentation de salaire. On va procéder à la même technique. Par exemple, je vais vous demander de trouver quels sont les sujets de cette phrase. Ou bien les sujets, bien sûr, des actions contenues dans la phrase. Je prends par exemple la première action, le premier verbe double. Le verbe doubler. Qui est le sujet donc de ce verbe doubler? Eh bien, c'est, très bien, c'est l'ouvrier. Alors, je prends la deuxième action et j'essaie de chercher également son sujet. La deuxième action ici, c'est faire. Lui face, c'est la forme de subjonctif du verbe faire. À votre avis, qui va faire cette augmentation de salaire? Si vous regardez bien, vous allez trouver que c'est le patron. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire pour la phrase P? Vous allez trouver la déduction vous-même. J'en suis sûr. Eh bien, vous allez remarquer que la phrase P contient deux sujets qui sont différents. Et pour chaque sujet, il y a une action qui lui est réservée. Par exemple, et dans la deuxième phrase, toujours dans la phrase P, on va trouver le subordonnant à utiliser pour exprimer un rapport de but, c'est pour que. Et bien sûr, lorsqu'on utilise le subordonnant pour que, à votre avis, quel serait le mode de conjugaison à utiliser après? Eh bien, voilà, très bien, vous avez trouvé. Eh bien, c'est le mode subjonctif. Tout ce que je viens d'expliquer ici, on va le récapituler dans ce tableau. Si on voit bien, pour la phrase A, nous avons bien sûr le même sujet, Ali et lui-même. Nous avons l'expression de but, le subordonnant que nous avons utilisé, c'est pour ou bien afin de. Et également, nous avons le mode de conjugaison utilisé après ce subordonnant, c'est le mode infinitif, étant donné que nous avons le même sujet. Donc retenez bien, un même sujet implique le mode infinitif. Oui, très bien. Et je vais voir maintenant ce qu'il y a pour la phrase B. Donc pour la phrase B, comme on l'a trouvé tout à l'heure, nous avons deux sujets différents. C'est vrai, d'un côté nous avons l'ouvrier, d'un autre côté nous avons un patron. Et bien sûr, nous avons relié les deux propositions à l'aide de pour que, de ce subordonnant, pour que qui peut être également remplacé par afin que. Et dans ce cas, étant donné que nous avons deux sujets différents, eh bien, nous sommes obligés d'utiliser le mode subjonctif après le subordonnant pour que ou afin que. J'espère que vous avez bien retenu ce qu'il y a dans ce tableau. Donc, c'est simple, je peux résumer rapidement. Même si je donne le mode expression pour, afin de, avec le mode infinitif, deux sujets différents dans la même phrase, eh bien, le subordonné est utilisé pour que, afin que, et le mode subjonctif. Très bien. Maintenant, pour réaliser tous les objectifs dont nous avons parlé auparavant, nous avons choisi ici d'élaborer un quiz, un questionnaire de révision pour consolider ce que nous avons vu, pour évaluer, pour vérifier votre degré de compréhension, par exemple. Je commence par le premier volet, ou bien la première fiche. Laquelle, par exemple, si vous voyez bien la question, laquelle des propositions suivantes ne constitue pas une étape du schéma narratif? Alors, l'exercice, on vous propose 4 éléments. Ces éléments, il y en a ceux, parmi ces éléments, il y en a ceux qui, bien sûr, qui appartiennent au schéma narratif ou bien à la structure narrative dont nous avons parlé tout à l'heure. On va essayer de trouver l'élément dans ces 4, lui qui ne figure pas, qui n'appartient pas au schéma narratif
d'un récit que nous avons travaillé tout à l'heure. Par exemple, la situation initiale. Qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est vrai, votre réponse serait bien sûr affirmative. La situation initiale est un élément très important dans le schéma, est un élément important dans le schéma narratif ou dans la structure narrative d'un récit. Je passe à la deuxième élément, c'est la solution. Bien sûr, nous avons vu que la solution également fait partie des 5 étapes essentielles d'un schéma narratif. Également, pour le troisième élément, l'événement. Mais pour le quatrième élément, nous avons le sommaire. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que le mot sommaire est un constituant du schéma narratif d'un récit? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Réfléchissez un petit peu. Très bien. Eh bien, non. Le sommaire, ça n'a rien à voir avec le schéma narratif. Le sommaire d'un livre, apparemment, c'est la table des matières qu'on trouve, par exemple, dans des livres, que ce soit au début ou bien à la fin. Donc, le mot sommaire ne figure pas parmi les constituants ou les composantes d'un schéma narratif d'un récit. D'accord. Voilà donc, je vous donne la bonne réponse ici. Le sommaire ne fait pas partie ou ne constitue pas une étape du schéma narratif. Bon, on passe maintenant à un deuxième exercice, toujours dans le cadre du schéma narratif. Maintenant, on va mettre en ordre les étapes du schéma narratif. Oui, apparemment, c'est un exercice très simple, en apparence. Donc, nous avons ici les 5 étapes dont nous avons parlé tout à l'heure, mais seulement elles sont en désordre. Donc, je vous demande d'essayer de trouver l'ordre correct de ces étapes pour former un schéma narratif d'un récit. Nous avons la solution. Apparemment, les 5 étapes se trouvent ici. Seulement, pour vous, votre tâche, c'est d'essayer de trouver l'ordre. Par exemple, nous avons la solution, la situation initiale finale, l'élément perturbateur, les événements, la situation initiale. Bien, je crois que vous avez trouvé la bonne réponse. Très bien. Eh bien, voilà l'ordre correct de ces 5 étapes du schéma narratif. Donc, normalement, ça commence par une situation initiale, appelée aussi une situation stable. 2, c'est l'élément perturbateur, qu'on appelle aussi l'élément modificateur. Également, pour la troisième étape, c'est les événements. On appelle aussi les péripéties. Quatrièmement, c'est la résolution, c'est la solution. Et finalement, c'est la situation finale. Donc, voici devant vous l'ordre logique, l'ordre correct des 5 étapes qui forment le schéma narratif. Très bien. Maintenant, nous allons passer à vérifier ce que vous avez retenu concernant ce qu'on a appelé tout à l'heure les références d'un texte. Nous avons dit que les références, ça constitue un ensemble d'informations qui entourent généralement le texte. À savoir, par exemple, le nom de l'auteur, la source, la maison d'édition et éventuellement la date d'édition. Par exemple, ici, je vais vous demander de souligner le titre de l'œuvre et de barrer, par exemple, par entrée, le nom de l'auteur. Parmi les 4 propositions que nous avons ici, à votre avis, quelle est celle qui vous paraît la plus correcte? Je prends par exemple la première. Maupassant, la Bécasse, édition Gallimard 1974. Ce que nous avons ici souligné, c'est Maupassant, et nous avons barré édition Gallimard. Ici, dans un deuxième temps, nous avons barré Maupassant, nous avons souligné la Bécasse et édition Gallimard 1974. Dans le troisième exemple, nous avons Maupassant, nous avons barré la Bécasse, édition Gallimard, et nous avons souligné la date de l'édition, 1974. Également, dans un quatrième temps, nous avons Maupassant, la Bécasse, nous avons souligné édition Gallimard, et nous avons barré la date d'édition. Donc, si vous avez bien lu et relu les 4 propositions, certainement vous allez trouver la bonne réponse, c'est-à-dire la phrase ou l'élément dans lequel nous avons souligné le titre de l'œuvre et nous avons barré également le nom de l'auteur. Donc, après une petite
observation, vous avez trouvé la réponse, ça c'est sûr. Très bien. Maintenant, je passe à la réponse, voilà. Donc, nous avons, c'est la proposition qui correspond, qui est correcte et qui répond à cette question. Nous avons barré l'auteur, c'est Maupassant, il est bien connu, bien sûr. Nous avons souligné la bécasse qui représente le titre de l'œuvre ou bien la source. Également, donc, pour l'édition, on en parlera, ce qui reste, c'est l'édition et la date d'édition, bien sûr. Maintenant, on va passer à autre chose concernant la quatrième fiche sur le champ lexical. Chasser l'intrus dans la liste suivante. J'explique la question. L'intrus, c'est le mot qui n'a pas de place, tout simplement, ou bien qui a un sens tout à fait loin ou différent des autres mots. D'accord? Bien, nous avons ici une liste de 4 mots. Le mot scolaire, à l'adjectif. Nous avons écolier, qui veut dire élève. Nous avons maladie, on connaissait bien le sens. Et nous avons le verbe enseigner. Donc, à votre avis, parmi ces 4 mots, il y a un mot qui n'a pas de place, qui n'a pas une relation de sens avec les autres. Apparemment, il est un peu loin des autres mots. Est-ce que vous l'avez trouvé? Très bien. Eh bien, le mot en question, c'est le mot maladie. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec les 3 autres mots qui peuvent former un champ lexical appartenant, par exemple, à votre avis, scolaire, écolier, enseigné. On peut lui donner comme titre, comme thème, c'est, par exemple, l'école. Très bien. Maintenant, tout de suite, on va passer à identifier la série du champ lexical de l'odorat parmi les propositions suivantes. Ici, je vous donne 4 listes contenant des mots, des termes, et parmi les 4 listes, on va essayer de trouver la liste ou celle qui concerne le champ lexical de l'odorat. Donc, je peux lire rocher pour la première liste, immeuble, chaise, insecte, enfant, femme, amour, jeune, violet, nager, traverser, joli. À la fin, nous avons sentir, odeur, parfum, odorant. Donc, si vous avez bien relu les 4 listes, certainement vous allez trouver la bonne réponse. N'est-ce pas? Bien, vous l'avez trouvé, ça c'est sûr. Eh bien, c'est la dernière liste. Nous avons le verbe sentir. Et nous avons le mot odeur, qui vient d'ailleurs de odorat, c'est un mot de la même famille. Nous avons un parfum, parfum c'est la bonne odeur. Et nous avons l'adjectif odorant. Donc c'est vrai, la dernière liste, c'est celle qui représente le champ lexical de l'odorat, bien sûr. Alors ici, par exemple, on va vérifier ce que vous avez retenu concernant la subordonnée circonstancielle de but. Parmi les 4 propositions que nous avons ici, laquelle est grammaticalement incorrecte? Ça veut dire, parmi les 4, nous avons une phrase fausse. Je vais lire. Le marin partit à la mer pour pêcher des poissons. C'est la première proposition. Deuxième, la maman parle à voix basse pour que son bébé puisse s'endormir. Je lis des nouvelles variées afin d'enrichir mes connaissances. Mon ami a fait des économies pour qu'il puisse partir en vacances. Si vous l'avez bien remarqué, les 4 propositions ici, on essaie d'exprimer bien sûr un rapport de but. Mais en lisant ces 4 propositions, vous allez deviner qu'il y a une phrase qui n'est pas correcte, du point de vue grammatical, du point de vue règle. Par exemple, et ça, pour répondre à cet exercice, il faut se rappeler ce que nous avons dit sur le circonstanciel de but. Par exemple, donc si vous passez rapidement les 4 phrases, certainement vous allez trouver la phrase la plus incorrecte parmi les 4. Par exemple, donc certainement vous avez trouvé, voilà. Mon ami a fait des économies pour qu'il puisse partir en vacances. Pourquoi cette proposition est-elle incorrecte? Eh bien, si vous vous rappelez la règle, qu'est-ce que nous avons dit? Lorsqu'on a le même sujet, eh bien, on doit employer l'expression ou le subordonné pour ou afin de, qui sera suivi d'un mode infinitif. Alors, nous avons ici, on va chercher les sujets. Mon ami a fait, c'est le premier sujet, c'est mon ami. Deuxième, qui va pouvoir partir, c'est toujours mon ami.
Normalement, ce mon ami, c'est il est remplacé. Donc, c'est le même sujet. Donc, ici, nous avons commis la faute, puisque nous avons le même sujet, et pourtant, nous avons des économies pour partir en vacances directement. Même on n'a pas besoin d'utiliser ce semi-auxiliaire qui est le verbe pouvoir. Alors, parmi les propositions suivantes, laquelle est grammaticalement correcte? Un peu, c'est l'inverse de l'exercice précédent. Nous avons 4 propositions et nous avons 3 propositions fausses et une seule, elle est correcte. Vous allez essayer de la trouver rapidement. Je lis les phrases. Nous irons cueillir des cerises pour que nous fassions une tarte. Nous irons cueillir des cerises pour que faire une tarte. Nous irons cueillir des cerises pour nous fassions une tarte. Nous irons cueillir des cerises pour faire une tarte. Certainement, d'après la lecture de ces 4 phrases, vous avez certainement trouvé la bonne réponse. Étant donné qu'il y a des maladresses très nettes dans les autres phrases. Donc, je vous donne quelques temps pour réfléchir et certainement vous aurez l'occasion de trouver la bonne réponse. Très bien. Eh bien, la phrase ou la proposition la plus courte, c'est celle que nous avons enfin. Nous irons cueillir des cerises pour faire une tarte. Nous avons le même sujet, nous. C'est pourquoi nous avons utilisé le subordonnant, l'expression pour, suivi du verbe faire, qui est bien sûr au mode infinitif. Parmi les subordonnés, laquelle contient le verbe correctement conjugué? Donc ici, il est question de conjugaison. On va lire les 4 phrases rapidement et on va voir quelle est la forme verbale incorrecte qu'on va trouver dans une de ces 4 phrases. Le professeur forme des groupes. Le professeur forme des groupes pour que les élèves participeront à la réalisation du projet. Le professeur, en deuxième lieu, le professeur forme des groupes pour que les élèves participèrent à la réalisation du projet. Le professeur forme des groupes pour que les élèves participent à la réalisation du projet. À la fin, nous avons le professeur forme des groupes pour que les élèves participent à la réalisation du projet. Bien. Donc, après avoir lu rapidement ces 4 phrases, on peut trouver laquelle de ces subordonnés contient un verbe qui est incorrectement conjugué, qui est correctement conjugué plutôt. Si vous faites attention, vous allez réfléchir un petit moment. Très bien. Voilà, c'est la 3e phrase. Le professeur forme des groupes pour que les élèves participent à la réalisation du projet. Étant donné que nous avons ici 2 sujets différents, d'un côté le prof et de l'autre côté les élèves, nous sommes obligés d'utiliser le subordonnant pour que, et bien sûr, évidemment, ce subordonnant doit être suivi du mode subjonctif. C'est pourquoi nous voyons la forme verbale ici, participe. Mais attention, cette forme du subjonctif présent, elle ressemble tout à fait à la forme du présent de l'indicatif, parce que c'est un verbe du premier groupe. Mais ici, normalement, il est conjugué au subjonctif présent. Bien. Également, comme dernier exercice dans cette fiche, dans la 4e fiche, parmi les propositions suivantes, laquelle correspond à la conjugaison du verbe faire à la première personne du pluriel? Nous avons nous fassions, nous faisions, nous faisons, nous faisions et nous fîmes. Si vous réfléchissez un petit peu, certainement vous allez trouver la bonne réponse. Très bien. La bonne réponse c'est nous fassions. Voilà la forme verbale correcte du verbe faire à la première personne du pluriel au subjonctif présent. Alors ici, mes élèves, mes chers élèves, on va essayer d'évaluer tout ce que nous avons retenu jusqu'à présent d'après ce tableau que vous connaissez déjà très bien. Donc essayez de répondre à ces questions vous-même, à savoir par exemple, est-ce qu'à la fin de cette activité, est-ce que tu sais repérer la structure narrative en 5 étapes? Donc, si tu peux le faire, tu vas marquer oui, par exemple. Également, pour la 2e fiche, dans laquelle nous avons parlé du champ lexical, est-ce que tu es capable, est-ce que tu peux donc identifier un champ lexical qu'on peut trouver dans un texte? Si c'est oui, eh bien, vous notez oui. Eh bien, en 3e lieu, nous avons, est-ce que tu es capable d'exprimer le rapport de but, comme nous l'avons vu tout à l'heure? Si c'est oui, ce sera une bonne chose. Donc, vous allez noter une croix dans la colonne oui. Est-ce qu'à la fin, pour la 4e fiche, est-ce que tu es capable d'identifier, par exemple, ce qu'on a appelé tout à l'heure les références d'un texte, à savoir l'auteur, le titre de l'œuvre, et la date, et la maison, bien sûr, d'édition? Bien. Donc, si vous avez répondu à toutes ces questions par oui, ça veut dire que tout se passe bien, ça veut dire que vous avez bien
retenu toutes ces notions que nous avons expliquées maintenant. Et merci bien sûr pour votre attention. J'espère que vous avez profité largement de cette leçon et de ces activités. Je vous souhaite donc bonne chance.